Là, j'ai très peur, Jair, sache-le. Là, on va mettre la petite goutte là, ici. C'est pas bon. Ok, duel de mercato, c'est quoi exactement? Alors déjà, c'est un jeu. Et comme son nom l'indique, ben c'est un duel dans lequel s'affrontent deux joueurs. Ouais, un duel quoi. On appellera ici des duellistes. Et pour ce premier épisode, les deux duellistes seront Jair dans le coin gauche, un pseudo-scientifique du foot qui a les yeux qui brillent devant les tableaux de stats avancés et serait capable de dire des phrases du style « Alors ok, ils ont pris 5-0, mais si tu regardes les XG, blablabla ». En plus, le gars parle de lui à la troisième personne, puisque ma voix, c'est la sienne en fait. Bref, le gars n'est pas très recommandable. Dans le coin droit, on a Nail, un gars qui n'a pas connu le siècle précédent, mais est déjà un hipster du foot, capable de te balancer les pépites du championnat norvégien en faisant une moue si tu les connais pas. Bref, s'il la joue modeste, le laisse pas te manipuler. Pour ce duel, Nail et Jair vont s'affronter pour faire le meilleur mercato possible sur le club d'Arsenal, dans le but d'en faire une équipe capable de tout gagner, comme l'a déclaré Arteta lors de sa dernière conférence de presse. Et le vainqueur sera celui qui aura fait le meilleur mercato. Et qui va décider de ça? Ben c'est toi. Enfin, toi et les autres qui voteront dans les commentaires. Vous, quoi. Ça, c'est la base. Mais évidemment, c'est pas tout. Parce que dans DDM, ouais, on dira ça plutôt que duel de mercato, c'est plus court. Il y a quelques règles qu'on se doit d'expliquer et un déroulement du jeu en plusieurs phases. Phase 1, le pot commun. La première phase du jeu se déroule avant le début du duel. Les deux duellistes doivent se mettre d'accord sur un club, analyser son effectif et décider ensemble de deux choses. 1. Quels sont les départs évidents? Un départ évident peut concerner un joueur qui est en fin de contrat, un joueur dont tout le monde sait qu'il va forcément partir, ou un joueur dont le temps de jeu a vraiment baissé et pour lequel ça semble évident que le coach ne le retiendra pas. Les deux duellistes se sont mis d'accord pour faire partir Zinchenko, Ben White, Nuno Tavares, Fabio Vieira et Jorginho, en sachant qu'Arsenal a déjà bouclé l'arrivée de Zubimendi pour 60 millions et devrait recruter Joan Garcia de l'Espagnol Barcelone comme doublure pour Raya à 25 millions. 2. Quels sont les postes qui nécessitent une recrue? Attention, pas n'importe quoi, on se base sur le système préférentiel de l'entraîneur en place ou de l'entraîneur sur le point d'arrivée et on identifie les priorités de recrutement. Une fois ces deux choses faites, les deux duellistes reçoivent le budget de transfert dont ils disposeront chacun et qui est déterminé en fonction des informations disponibles les plus récentes sur le club en question. Arteta a déclaré qu'Arsenal allait dépenser potentiellement plus de 300 millions d'euros, donc si on enlève les 85 millions dépensés pour Zubimendi et Garcia, on tombe à 215 millions, ce qui sera le budget de départ de nos deux duellistes. Niveau mercato, les deux duellistes se sont accordés sur le fait de recruter un défenseur central, un latéral gauche, un latéral droit, un milieu offensif et un buteur. Phase 2, chacun dans son coin. La phase 2, c'est la phase du chacun dans son coin. Les deux duellistes préparent minutieusement leur mercato et c'est sur cette phase qu'on sera obligé de s'éloigner un peu du côté réaliste. On s'en éloignera parce que pour garantir l'équité du duel, nos deux duellistes vont pouvoir recruter des joueurs au prix de leur valeur Transfermarkt. Et évidemment, il y a des joueurs qui en réalité coûteraient beaucoup plus cher, d'autres qui seraient parfois moins chers. Bref, dans la réalité, les joueurs partent rarement pour pile leur valeur Transfermarkt. Mais là, on n'a pas vraiment trouvé comment faire autrement, et puis au final, c'est pas très grave, parce qu'on sait que vous saurez récompenser plus dans vos votes celui qui n'aura pas abusé excessivement de cette faille. N'est-ce pas? Les deux duellistes n'ont évidemment pas le droit de dépasser le budget, mais par contre, s'ils vendent des joueurs supplémentaires, c'est-à-dire autres que ceux qui faisaient partie des départs évidents, ils ajoutent à leur budget la valeur Transfermarkt du joueur vendu. Plutôt logique. Bon, ça y est. Les deux duellistes sont prêts, mais avant le début du duel, il faut déterminer qui annonce en premier son choix pour chacun des postes, et cette étape cruciale ne sera pas laissée au hasard. Alors, comment on fait? Eh bien, chaque duelliste envoie avant le début du duel son classement par ordre d'importance des postes à recruter. Si les deux duellistes se sont mis d'accord sur 5 recrues, ils les classent par ordre d'importance. On compare ensuite les deux classements, et pour chaque poste, le premier joueur qui annoncera sa recrue sera celui qui l'a mis le plus haut dans son classement. Et c'est super important, parce que je ne l'ai pas encore précisé jusqu'ici, mais t'avais probablement compris. Si un joueur est recruté par l'un des deux duellistes, ben l'autre duelliste ne peut plus le prendre. Et c'est là qu'on comprend que DDM, c'est tout sauf un mercato idéal, parce qu'il y a quand même pas mal de chances qu'aucun des deux duellistes ne se retrouve à la fin avec tous les joueurs qu'il voulait vraiment. Ici en fait, la capacité du duelliste à s'adapter en fonction des choix faits par son adversaire sera primordiale, et c'est pour cela qu'il est impératif de prévoir des solutions de rechange pour tous les postes. En plus de cela, tu découvriras qu'il existe d'autres règles qui compliquent encore la tâche des deux duellistes. Mais ça, on aura le temps de le voir plus tard. Allez, place à la phase 3, le duel. Bon, les duellistes, vous êtes chauds? La jauge de confiance est à quel niveau? Franchement, j'ai bossé. Mon option de confiance, elle serait entre 7 et 8. Allez, 8. Après le reveal de l'ordre, j'ai un peu paniqué.
Quand j'ai vu qu'on avait un peu la même strat, je me suis dit waouh, ça va être chaud. Mais au final, bon, on s'est calmé. Et là, je suis en full confiance. Moi, je dirais que je suis à 9 sur 10. Et je pense que j'ai le meilleur ordre de choix. Ok, on va voir ça. On verra ça. Ok, alors c'est parti. On va faire les choses dans l'ordre, en partant des postes les plus défensifs pour aller vers les postes les plus offensifs. Quand on pense à Arsenal au niveau défense centrale, on sait qu'il y a Saliba, c'est du très solide. Gabriel, c'est du très solide. Il y a Kivior derrière, c'est un peu moyen. Il y a du Tomiyasu, mais qui est un peu utilisé aussi à droite de temps en temps, mais qui a jamais vraiment convaincu nulle part. Moi, dans mon mercato, dans ce duel, j'ai considéré Calafiori comme un défenseur central. Même si je sais qu'Arteta l'a fait jouer à gauche, moi je trouve qu'il n'a pas du tout le même type de qualité que l'autre latéral gauche, Lewis Kelly. Et moi je le vois vraiment plus comme un backup d'un des deux défenseurs centraux. Et du coup, il fallait cibler un joueur, pas pour un poste de titulaire, mais pour un poste de rotation, mais une rotation solide. Arteta, là, il a déclaré, l'an prochain, on doit se mettre en position de tout gagner. Et donc, il faut que les backups, ce soit du lourd. Et le joueur que j'ai ciblé, et ça tombe bien parce que son coach est peut-être annoncé en Arabie Saoudite et que je me dis que ça va faciliter en plus les négociations, c'est Bisek pour 30 millions d'euros. Et je pense que c'est faisable avec l'Inter parce que s'ils perdent Inzaghi, je pense que ça va être un peu le bordel là-bas et que j'aurais pas trop de mal à aller négocier avec Bisek en lui disant t'es dans la rotation avec Gabriel et Saliba, le mec il va progresser de fou. Et par rapport à tout ce qu'il a montré et en Coupe d'Europe et en championnat avec l'Inter cette année, je trouve que c'est un joueur hyper intéressant, super fort dans les duels, déjà habitué à avoir des plans de relance hyper complexes et tout. Et donc ouais, Bisek pour 30 millions sera mon premier joueur de ce duel. J'entends, très bon choix. Non, c'est pas mal. Franchement, moi aussi j'y ai pensé, mais moi, pour tout te dire, je pense que Bissek a une place de titulaire à l'Inter, surtout s'il la gagne, s'il gagne la Ligue des Champions, en étant le titulaire, je pense qu'il va partir avec des attentes. Et s'il part dans un nouveau club, ça serait peut-être pour être titulaire aussi là-bas. Maintenant, je suis aussi parti de ce raisonnement-là en me disant, euh, William Saliba, pour moi, il fera une année là, celle-là, et il partira pour moi. En tout cas, je ne vois pas Saliba s'éterniser. C'est pour ça que moi aussi, je suis quand même allé chercher du solide, même si moins connu, pour donc dans cette idée-là de l'après Saliba. Okay. Et donc, dans cette idée, donc, je pars sur moi, Joël Ordonez, défenseur central équatorien du club Bruges, qui a explosé cette saison, qui est sur les tablettes de beaucoup de clubs. Il a seulement 20 ou 21 ans. Honnêtement, je trouve qu'il a tout pour jouer en première ligue au très haut niveau. La puissance, qualité de relance, il va vite. Je le trouve très complet de ce que j'avais vu, notamment c'était contre l'Atalanta. Ouais. Et franchement, je trouve qu'il a ces qualités-là. Et je voulais quand même pas aller chercher un cran au-dessus, mais vraiment m'arrêter à un Ordonez. Parce que, bon, Saliba, on l'a vu, il a fait une saison entière où il a joué toutes les minutes de la saison en Première Ligue. Je pense que ce garçon-là ne bougera pas à moins d'une blessure. Mais encore une fois, il faut penser à l'après. Et Joël Ordonez pour l'après Saliba, pour moi, ça fait totalement sens. Et en plus de ça, petit plus, il sait jouer aussi latéral droit. Donc au cas où, voilà, on sait que, comme tu l'as dit, Arteta aime bien les centraux versatiles. Il est capable de faire ça. Donc voilà, Joël Ordonez à 27 millions. Donc je commence et je vais partir moi sur un autre très jeune joueur, pour le coup très très jeune, 19 ans. Bon là, comme tu peux le voir, les deux duellistes ont un petit coup de stress à chaque fois qu'un joueur est annoncé. C'est pas que parce qu'ils ont peur de se faire piquer quelqu'un. Ouais, c'est aussi à cause d'un pouvoir secret dont disposent les duellistes. Ce pouvoir s'appelle le blocus. Le blocus permet à chaque duelliste de nommer un joueur qui, s'il est choisi par son adversaire, fera passer son tour automatiquement. Exemple, si le duelliste 1 met son blocus sur Isaac et que le duelliste 2 le nomme, le duelliste 2 passe son tour et le duelliste 1 peut prendre ensuite Isaac au KLM. Si les deux duellistes choisissent le même blocus, l'effet du pouvoir s'annule et c'est comme si le pouvoir n'existait pas. Et je vais partir moi sur un autre très jeune joueur, pour le coup très très jeune, 19 ans, Jorge Lato,
De l'Ajax Amsterdam à 30 millions. Bon, j'avoue que 30 millions, je pense qu'il partira un peu plus dans les 50. Mais à 19 ans, il sort d'une saison vraiment pleine sous Farioli. Farioli aura choqué quelque chose cette saison d'assez important. Mais Choc pour du le siècle. coup, le choc du siècle. Mais pour le coup, il a quand même réussi à faire émerger ou refaire émerger parce que c'était un nom qu'on connaissait déjà à Ato, mais on l'avait perdu de vue. Et là, cette saison, il joue quasiment tous les matchs. Je crois que c'est 93% des minutes sur Transfermarkt. Donc, homme de base cette saison en tant que latéral gauche. Et il fait toute la saison latéral gauche, mais pareil, dans la même idée qu'Ordonez, c'est un mec qui sait jouer aussi central. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un joueur avec un rôle différent que Lewis Kelly, parce que bon, Lewis Kelly, honnêtement, moi, je pense que ça va être leur latéral gauche pour au moins les 5, 6, 7 prochaines années, quoi. Il est déjà établi et déjà très très fort. Maintenant, lui mettre une concurrence avec un profil différent, capable aussi de jouer central, je trouve ça intéressant. Un peu dans cette même lignée-là que Timber, typiquement, qui vont aussi aller chercher à l'Ajax. Un arrière très moderne, capable de coller la ligne, capable de rentrer à l'intérieur, capable de faire beaucoup de choses à 19 ans, à 30 millions. Je trouve que ça s'inscrit dans cette idée-là d'Arsenal, de recruter jeune et surtout avec tactiquement déjà établi. Donc voilà, j'aurais Lato à 30 millions pour moi à gauche. Jusqu'à hier, c'était mon choix numéro 1. Ah bah, J'aurais Lato. Donc, tu as failli me court-circuiter là. Mais pourquoi j'ai changé d'avis? C'est parce qu'en fait, je me suis dit, attends, Arsenal, là, ils veulent aller chercher la Ligue des Champions. Ils ont un latéral gauche de 18 ans pour l'instant. Et ce gars-là, pour moi, il a besoin d'un tuteur. Il a besoin d'un gars qui va pas râler à pas être le titulaire, mais d'un gars aussi qui a des qualités. Alors toi, t'as dit de prendre un profil différent. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai cherché un profil qui a à peu près les mêmes qualités. Et la qualité principale de Lewis Kelly, c'est que, ok, sur phase défensive ou sans ballon, il est latéral gauche. Mais en fait, avec ballon, Arsenal passe en 3-2-5. Et Lewis Kelly, c'est un de ceux qui s'insère dans le double pivot, en fait. Donc il joue en position de 6, en fait. Et il est très fort pour ça parce qu'il a une capacité à jouer dos au jeu qui est énorme et justement à trouver des moyens de se retourner, même sous pression. J'ai plein d'actions en tête contre le PSG notamment où il fait des percées balles au pied en partant de très bas de l'axe du terrain. Et donc j'ai cherché ça. J'ai cherché un mec capable de jouer latéral mais aussi capable d'être un bon 6, voire presque aussi un bon 10. Parce qu'on l'a vu aussi faire des passes, notamment il y a une action contre le PSG là où il lâche une passe en profondeur pour Martinelli qui donne un duel hyper dangereux. Bah, c'est Lewis Kelly et là à ce moment-là de l'action il est en position de 10. Et franchement, j'ai trouvé très très peu de latéraux gauche qui ont ce profil-là. C'est ultra rare. c'est fou, mais ce profil-là, c'est Zinchenko. C'est Zinchenko, mais c'est Zinchenko Prime. Le problème, c'est que Zinchenko, il a plus le... Ouais. Il a plus... Du coup, je me suis dit, ok, qui est-ce qu'il y a sur le marché qui en plus est peut-être annoncé sur le départ ou quoi et qui serait libre et qui pourrait tutorer un peu Lewis Kelly. Le joueur que j'ai choisi, c'est Guerreiro. Guerreiro du Bayern Munich qui apparemment souhaiterait s'en séparer. Il est à 10 millions sur Transfermarkt et lui, c'est typiquement le mec qu'on a vu à tous les postes. On l'a vu latéral, on l'a vu piston, on l'a vu ailier, on l'a même vu 10 sur certains matchs. Et techniquement, je sais que ça bronche pas. Et que si Lewis Kelly se pète, ben pouvoir aligner un Guerreiro derrière, je trouve ça super solide. Il y a même potentiellement des fois où selon l'opposition, peut-être tu privilégies Guerreiro, ou même dans les fins de match, tu as envie d'être un peu plus offensif, mais côté, bah, tu préfères mettre un Guerreiro qui a plus ce côté je déborde que Lewis Kelly. Donc voilà. Et pour seulement 10 millions, je trouvais que c'était une top affaire. Pas mal. Donc voilà mon choix. Là, j'ai très peur, Jair, sache-le. Peut-être que tout mon mercato tient sur latéral droit, j'en dis pas plus. Aïe. Bah, je vais te dire, écoute, j'avais 2 noms. Et j'ai switché là. J'ai switché genre il y a 10 minutes. Ok. Enfin, avant qu'on commence, j'ai dit non, vas-y, je prends celui-ci. Donc, latéral droit, c'est pareil. Hein. À Arsenal, de toute façon, on cherche pas tant de titulaires que ça pour l'équipe. Ouais. Là, il y a déjà du Jurriën Timber. C'est au top. Mais du coup, moi, ma réflexion, ça a été, ok, Jurriën Timber,
comment il joue, c'est quoi son rôle. Donc en fait, comme Arsenal avec ballon passe à une défense à 3, c'est Timber qui coulisse et qui devient en fait 3e défenseur central sur les phases avec ballon. Il est pas trop en train d'aller manger le côté. Il y a juste des moments où l'asymétrie se fait dans l'autre sens et c'est Timber qui monte et qui vient aider Saka. Mais le plan de jeu de base d'Arsenal, c'est vraiment d'avoir Timber qui reste derrière et plutôt Odegaard qui vient côté Saka et Saka dans la profondeur et voilà. Donc je me suis dit ok, il faut un latéral droit qui soit très bon dans ses qualités défensives, mais surtout aussi qui soit capable d'être le 3e central. Donc il me faut un mec avec de la vitesse, un mec puissant, un mec qui connaît les 2 postes. Et ce gars-là, j'ai été obligé d'aller le chercher dans mon club de cœur à Monaco. Et je suis parti sur Wilfried Singo. Ah. C'est bon. Ouais, très bonne idée. À 25 millions. Voilà, et puis je te dirai après c'était qui mon deuxième nom, on va voir si toi t'as le même. Mais je pense que c'est possible que le deuxième on l'ait en commun. Mais voilà, bon, Singo, tous ceux qui ont pu le voir, cette saison de Singo, je pense qu'elle a été moins bonne que sa saison précédente, mais c'est un gars qui a un potentiel fou. Physiquement, c'est une bête absolue, c'est une machine. Ah oui, pareil aussi. Singo aussi, j'ai pensé aussi au côté Arsenal très fort sur les coups de pied arrêtés. Là, tu rajoutes à côté d'un Gabriel, à côté d'un Saliba, tu rajoutes un Singo dans la boîte, mais les défenses adverses, mais c'est l'horreur, parce que Singo, de la tête, il a un pourcentage de duel aérien gagné qui est monstrueux, il a déjà mis pas mal de buts comme ça avec Monaco, et là, t'as un mec comme ça de plus, t'en peux plus. Le seul défaut de Singo, c'est qu'il commet encore des erreurs stupides, qu'il fait preuve d'excès d'engagement, des fois, il prend des jaunes bêtes, des rouges bêtes, parce qu'il en met trop. Notamment, mais je compte sur Arteta pour canaliser le gars et puis qu'il parte pas titulaire et qu'il soit un peu dans la rotation et tout. Je pense que c'est bien pour lui pour pareil faire une petite transition petit à petit. Et en cas de pépin en défense centrale, de gros pépin, tu sais que tu peux aussi tester avec un Singo, ça peut marcher. Yes. Non, très bonne idée. J'avais pensé aussi à lui, mais pour une question financière, moi je suis parti sur un joueur libre. Ah bah je l'ai. C'est celui que j'ai switché il y a 10 minutes, mec. Est-ce que ça commence par un O? Ça commence par un O. Monsieur Olaïna sera mon latéral droit. Oh, eh ben mec, t'as eu trop de chance, mec. Franchement, là, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que financièrement, c'est vrai que ça fait du bien, un joueur libre. Ouais. Olaïna, pour le coup, moi, au-delà de la question financière, j'aurais pu mettre 30 millions dessus parce que joueur de fou. Honnêtement, à 28 ans, il arrive. On n'entendait pas beaucoup parler de lui, mais mine de rien, ça fait plusieurs années qu'il est là en première ligue. Il a joué à Fulham. Il sort d'une très très grosse saison à Forest. Pareil, très versatile, il est capable de jouer des 2 côtés. Profil puissant, athlétique, il peut jouer 3e central, il peut même jouer plus haut. Franchement, il répond à beaucoup de choses. À 28 ans, dans cette même idée-là, justement, de un peu plus ramener de l'expérience, entre guillemets, même si 28 ans, c'est pas si vieux, mais voilà, un autre type de joueur que des 2006 et de 2007, c'est pas mal aussi. Et donc Olaïna, franchement, il coche beaucoup de cases. Il va partir cette saison, je crois que c'est quasi officiel. Et il y a à peu près toute la première ligue qui est en train de se bagarrer. Et je suis vraiment très curieux de savoir où il va atterrir parce que je pense typiquement à Liverpool, tu vois. Moi, après, il y a Frimpong. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de Frimpong? Est-ce que vraiment il est là pour jouer latéral droit ou plus haut? Je sais pas, mais franchement, Olaïna, ça serait une très bonne idée pour beaucoup de clubs. Et dans la rotation de Timber, je vois pas mieux. Ouais, en fait, moi je t'avoue, j'ai switché parce que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des top clubs de PL où Olaïna peut partir titulaire en fait? Et du coup, si tous ils lui proposent, je me suis dit peut-être qu'il va pas, il va pas faire le choix d'aller dans celui où il sait qu'il est remplaçant au départ. Ouais. C'est pour ça que j'ai switché. Par contre, l'avantage que je trouve qu'il a sur Singo, c'est qu'on est sûr qu'il est PL ready quoi. Ça fait des années et tout, et voilà, il n'y aura pas de problème d'adaptation, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, mais ouais. De toute façon, c'était mon second choix, finalement, et mon premier choix pendant très longtemps. Donc ok. Non, c'est cool. C'est cool, le duel tient ses promesses. Arsenal, il y a déjà Rice, Merino, Zubimendi, et Partey en fait qu'on pensait partant, et visiblement il serait sur le point de prolonger, donc du coup on s'est dit les milieux centraux,
Ils sont 4, c'est déjà parfait. C'est limite presque trop fort d'avoir cette rotation-là. C'est limite, tu te dis, il y en a... Là, oui. Ouais, il y en a un sacré secteur. Là. Ben là, il y en a limite un trop bon parmi les 4, tu vois. Généralement, t'as 3 très bons et t'as un, il faut qu'il soit un peu un cran en dessous, un peu le gars où tu te dis c'est pas trop grave s'il fait un peu plus de banc. Là, je sais pas comment ils vont faire. Là, c'est la Dream Team. Et du coup, par contre, il y a un joueur qui a pas de backup, c'est Odegaard. Yes. Et moi, je suis parti du principe qu'en plus de ça, j'ai pas trop aimé la saison d'Odegaard. Donc je me suis dit, ok, je prends un gars qui est là comme backup d'Odegaard, mais attention à Odegaard. Il va peut-être pas passer devant tout de suite, le mec que j'ai pris, mais dans 1-2 ans, attention. L'autre chose qui est rentrée dans ma réflexion, c'est que je me suis dit, non mais là, tu veux gagner la Champions League, il y a un moment, tu peux avoir la meilleure tactique. Il faut le talent. Il faut un gars, il faut les frissons. Il faut la dinguerie. Je vais monter la sauce. Et ce talent-là, le joueur qui m'a fait le plus frissonner cette saison et dont trop peu de gens ont parlé, vraiment trop peu, parce que ce gars-là, il y a limite du Messi en lui. Sa conduite de balle, son toucher de balle, c'est juste incroyable à regarder. Et donc ce joueur, c'est Rodrigo Moura du FC Porto, la pépite. Et pour le coup, son prix Transfermarkt, c'est 20 millions. Mais il y a Fabrizio Romano qui a mis un tweet comme quoi il y a une clause à 70. Donc du coup, j'ai pas le choix et je le fais venir pour 70 millions d'euros. Et je suis trop content parce que il y a du Messi dans ce gars. Allez voir les compiles, c'est du lourd. Très très bon choix. Franchement, très bon choix. Surtout dans cette idée-là de le laisser grandir et tout. C'est pas mal. En plus, en termes de profil, en fait, il se projette plus dans la surface qu'Odegaard. Il est plus attiré par le but. Et donc pareil, dans tous les contextes, on voit qu'Arsenal, c'est une équipe au top défensivement, mais qui des fois a un peu de mal au niveau de la créativité. Lui, il est ultra créatif et il peut finir les actions. Et je sais pas, le faire rentrer à 30 minutes de la fin du match sur les matchs un peu verrouillés, je trouve que c'est juste, c'est juste trop fort. Donc voilà, donc je suis conscient que c'est cher du coup si ça part au prix de la clause. Mais pour moi, c'est une future star du foot, donc il faut le faire. Bah moi, pour mon milieu offensif, donc, je vais partir du même principe. Je pense que tu as besoin de cette solution sur le banc en plus, ce qui a beaucoup trop manqué sur ces dernières années à Arsenal. On voit que quand Arsenal n'a pas cette réponse créative-là dans certains matchs, face à notamment des blocs bas, et bah, tu n'as pas ce mec-là en sortie de banc pour t'apporter quelque chose, t'apporter ce brin de folie, t'apporter quelque chose de différent aussi de Martin Odegaard, qui est un très bon joueur, mais que je trouve parfois trop monotone. Et moi, je vais aller chercher un joueur quand même qui joue sur des postes avancés, capable de jouer aussi sur un côté, mais qui, je trouve, est bien meilleur à l'intérieur du jeu. Et ce monsieur coûte 50 millions, il est en Angleterre et il s'appelle Morgan Rogers. Je pars sur Morgan Rogers en tant que super sub, voire potentiellement titulaire. Il y a de la place dans tous les cas, même devant. On va en parler, mais devant, il est capable de jouer sur les 3 postes de devant. Donc moi, c'est cette versatilité-là qui me plaît chez lui. Et voilà, il a montré des super choses à Villa. Je pense que Villa, ils sont toujours ouverts à la vente. Ils ont vendu Duran, je pense qu'ils vendront encore cet été. Et ouais, Morgan Rogers, ça répond à beaucoup de choses, je trouve, dans cette question-là, comme j'ai dit, d'avoir quelque chose de plus sur le banc. Ouais, c'est pas mal de faire sortir de ton banc Nwaneri et je sais pas qui, et Jorginho, mais ça te fait pas gagner des matchs. Et avec Morgan Rogers, tu passes un step supplémentaire. Et ouais, non, franchement, à 50 millions, je pense que ça serait à peu près ça son prix, peut-être 50-60. C'est ma caution créative de ce mercato, elle s'appelle Rogers. Le buteur. C'est à toi de commencer, Neil. Et là, on va mettre la petite goutte là, ici. Bah, je pense que, comme tu sais, en fait, il y a une liste de 4-5 joueurs qui, globalement, tu as dû te frapper le crâne contre le mur à te demander qu'est-ce que je vais prendre. Et donc, qu'est-ce que toi, tu vas prendre? On sait pas. Bon, je me lance. Moi, numéro 9. Je suis parti sur un... J'ai envie de faire durer le suspense. Je suis parti sur un, pour le coup, jeune joueur.
Voilà. Ok, je Mais me pas détends. non plus si jeune, parce que mine de rien, on le voit quand même depuis quelques saisons maintenant, Ah. notamment en Ligue des Champions. Oh là 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 là. Euh, Il a- Ok. il évolue. Non, franchement, moi je trouve que sur son profil, au-delà de tout, alors ouais, il y avait un Victor Gyökeres qui est intéressant, mais moi je te dis direct, je suis pas parti sur Gyökeres. Ok. J'ai beaucoup de réserves encore sur lui, même si c'est génial ce qu'il fait là-bas au Portugal. Je pense que là, ce qu'on va demander à un numéro 9 à Arsenal qui est demandé et réclamé depuis tant d'années, ça va être vraiment de venir et de faire plus que marquer des buts. Et surtout sous Ok. Mikel Arteta. Et c'est pour ça que je vais chercher un joueur de seulement 21 ans, qui est extrêmement fort, je trouve, dans beaucoup, beaucoup de compartiments du jeu, que ça soit dos au jeu, que ça soit lancé dans les airs, dans cette idée-là d'être très fort sur coup de pied arrêté. Il est capable de, dans le jeu aussi, être très fort. Et évidemment, devant la cage, c'est une bête. Il joue du côté de Leipzig. Je pars sur Benjamin Sesko à 65 millions d'euros pour mon numéro 9. Ok, ok. Alors, c'est ce qu'il est dans ma liste, mais il était hors de mon top 3. Bah écoute, moi la réflexion que je me suis fait, c'est que ouais, Arteta il a l'air d'aimer les neufs qui savent faire autre chose, on le voit avec Havertz, même Gabriel Jesus pour le coup il est quand même plutôt complet comme joueur. Et moi du coup j'ai cherché un profil de joueur, alors pareil je suis pas parti sur Gyökeres, pas forcément parce que j'ai des grosses réserves sur lui, mais parce qu'il coûte quand même pas mal cher et par rapport au budget qu'on avait, il y a d'autres postes sur lesquels j'avais envie de plus investir que celui de neuf. Et c'est surtout que je trouvais qu'il y avait un neuf qui est bon techniquement, qui est un peu un bulldozer aussi, et qui, pour le coup, lui, niveau finition, on n'a pas de doute sur ses qualités, c'est du très lourd. Il est pas très cher au niveau Transfermarkt, et j'ai pu l'observer de très près durant plusieurs matchs cette année, puisqu'il a traumatisé mon équipe de cœur. Je suis parti sur Oh, Pavlidis à 28 millions d'euros. ok. Et en dehors de toutes les qualités footballistiques qu'il a, je voulais aussi ramener un mec à Arsenal qui a la niaque. Un mec qui est comme un chien. Et pareil, qui est déjà un très très bon presseur. À Benfica, les courses qu'il fait Pavlidis pour aller presser les défenseurs, c'est son volume de course, il est fou. Et ça, Arteta, je pense, il va adorer ça. Et c'est un mec, c'est un battant. Jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde, il se bat tout le temps. Il a fait des performances mémorables cette année. Hein. Je sais plus combien de buts il met contre le Barça dans le match qui finit à Ouais, 5-4, mais je crois, incroyable. sans dire de bêtises, je crois qu'il en met au moins 3 des 4 de Benfica. Si Ouais, ce oui, n'est oui, les oui. 4. Contre Monaco, il a été horrible. Il nous a. D'ailleurs, c'est le seul joueur que j'ai vu dominer Singo dans le duel physique. Parce que Singo, il est quasi imbougeable, le mec. Alors, des fois, il se fait dribbler ou quoi, hein, mais genre à l'épaule et tout, ou en protection de balle, normalement, il te bouffe. Et Pavlidis, c'est le seul mec que j'ai vu être vraiment lui poser des problèmes, quoi. Mhm. Donc voilà, je suis très content d'ajouter Pavlidis, il est grec, je pense. Ouais, Grec, ouais. ouais, Pavlidis le grec à ma team. Très bonne idée. Et donc Très, voilà. très bonne idée. Fin de la phase de duel? Nope. On ne te l'avait pas encore dit, mais chaque duelliste a droit à une dernière recrue qu'on appelle la recrue bonus. Chaque duelliste peut décider ou non d'un dernier recrutement bonus au poste de son choix. Allons voir ça. Donc alors, ouais, donc joueur bonus, je suis parti sur un ailier gauche qui est conditionné pour le coup à un départ, celui de Leandro Trossard. Pour moi, je fais partir Trossard, il a passé la barre des 30 ans et je le trouve, plutôt pertinent dans la rotation. Maintenant, moi, j'ai un problème avec le titulaire en place, qui est un très bon joueur et encore très jeune, Martinelli, mais qui pour moi a besoin d'une concurrence et une vraie bonne concurrence. Et comme on dit depuis le début, hem, il y a un besoin urgent de trophée et de gagner. Voilà, il faut gagner la première ligue. OK, tu as fait demi-finale de Champions, mais voilà, la saison, elle est toujours pas vraiment réussie. Je passerai un step sur ce poste-là. Et donc en vendant, Leandro Trossard, je prends 30 millions. Je vends également à 22 millions Jakub Kiwior. On a vu nos arrivées, derrière. Là, les postes défensifs sont blindés et étaient bien pour, plusieurs années. Donc voilà, Jakub Kiwior, bon joueur, mais voilà, je pense que tu peux en tirer un petit billet en Italie ou peut-être en Bundesliga, à voir.
Donc je récupère 52 millions en plus de mes 43. On arrive donc à 95. Et je vais chercher donc une pointure et ça sera la star de mon mercato, la très grosse star même de mon mercato. Je vais à 70 millions chercher Nico Williams. Je vais chercher Nico Williams et pour tous les médisants qui me diront que ce n'est pas réaliste, moi je vois pas aujourd'hui un projet plus cohérent et plus ressemblant à Nico Williams en Europe. Si ce n'est le Barça, mais pour moi le Barça avec l'émergence de Yamal et surtout la saison que vient de faire Rafinha, ailier gauche, ils n'en ont pas besoin. Même Ferran Torres fait du bien en sortie de banc, ça sera beaucoup plus un neuf qu'un ailier gauche au Barça. Sinon, ça a parlé du Real. Pourquoi faire? Il y a déjà 15 ailiers gauche. Peut-être le Bayern qui aurait bien besoin d'un ailier, mais je verrais peut-être plus Rodrigo pour eux. Là où moi, je vais chercher Nico Williams qui, après un Euro de dingue et courtisé par toute l'Europe, a fait le choix de rester à Bilbao. Je ne sais pas si c'est la saison de trop, de toute façon, il est encore très jeune, mais en tout cas, il n'a pas non plus crevé l'écran et continué sur la continuité qu'on lui attendait. Maintenant, pour moi, il a un plafond de verre immense à aller exploser. Pour moi, son Euro, il m'a choqué. Franchement, je le trouve trop fort. C'est l'ailier type que j'aime, qui déborde, qui crée, en fait, qui fait tout ce que tu attends d'un ailier. Et ouais, il y a cette connexion espagnole, qui plus est, même basque, avec Arteta. Donc voilà, 70 millions. Je suis très RP parce que 70 millions, en réalité, il a une clause à 58. Mais on reste sur le 70. Et voilà, pour passer un step et pour surtout concurrencer un Martinelli qui a besoin de cette concurrence, Nico Williams est mon dernier joueur de mon mercato. Ben, je trouve que c'est un excellent choix parce qu'en plus Arsenal, c'est vraiment une équipe qui penche trop à droite et l'écart de niveau entre Saka et Martinelli, il est trop grand et contre les meilleures oppositions, ben on voit que Arsenal des fois ça devient un peu une caricature où ils vont systématiquement côté droit chercher Saka et ils attendent que la lumière vienne de là. Et ouais, je suis d'accord avec le fait déjà qu'il faut cibler en poste supplémentaire bonus le poste d'ailier gauche. C'est aussi ce que j'ai fait. Et ça paraît évident, je pense que n'importe qui ferait ça, parce que pour rééquilibrer les forces en attaque, il faut que tu aies une pointure aussi à gauche. Du coup, je suis pas serein du tout, parce qu'évidemment, j'ai aussi choisi d'ajouter un ailier gauche à cette équipe. Il me reste 52 millions, et du coup, je vais vendre... alors pour le coup, moi, c'est pas Kivior que je vends, c'est Tomiyasu à 25. Et comme toi, je vends Trossard aussi à 30. Ce qui rajoute 55 millions à mon budget. 55 plus 52, ça fait 107. Il va me rester des poussières. Et là, je suis pas serein du tout parce que du coup, je tente Rodrigo du Real Madrid à 100 millions. Évidemment, alors je vais pas te le cacher, hein, j'ai même pas fait de liste d'ailier gauche. J'ai écrit 2 noms. J'ai écrit Rodrigo 1, Nico Williams 2. Franchement, je pense que c'est juste une question de budget, mais Rodrigo, c'est évident. Oui. Il y avait pas. Et pour moi, si Arsenal fait n'importe lequel autre de ces deux joueurs, c'est pas suffisant. Là, par rapport à la déclaration d'Arteta, on veut postuler à la victoire partout. Pour moi, il y a que ces deux gars-là qui t'amènent un niveau de performance et de constance suffisant pour prétendre à ça. Parce qu'après, tu pourrais te dire, ouais, je fais un Akliouche. J'aime beaucoup Akliouche. Hein. Alors là, il est coté à 40 sur Transfermarkt. C'est pas mal, mais c'est pas calibre élite en fait. Pareil, je sais pas à qui d'autre t'avais pensé peut-être dans les ailiers gauche. Il y avait un Kenan Yildiz. Ouais, j'ai pensé à Yildiz aussi. Il y avait Gittens, mais en fait, comme tu dis, c'est un cran en dessous. Et à des mercatos déjà très jeunes, si tu vas chercher des mecs qui ont déjà beaucoup prouvé en Europe, sur des compétitions internationales comme Nico Williams, Rodrigo, champion d'Europe et tout, bah. Oui, non, pour moi, tu as totalement raison. Il faut aller chercher une pointure à ce poste-là et il n'y en a que 2. Bon, là, tu penses que c'est fini. Le pouvoir du blocus n'a pas fonctionné puisque Jair avait choisi Rodrigo et Neil Chesko, et qu'aucun de ces deux joueurs n'a été contesté. Les deux duellistes peuvent se détendre en attendant les votes. Et non, quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Et là, encore, c'est un deuxième pouvoir secret, le veto. Chaque duelliste a choisi en secret le nom d'un joueur sur lequel il met son veto. Et dans le cas de notre jeu, mettre son veto, ça veut dire rendre impossible le recrutement de ce joueur pour l'adversaire, mais aussi pour lui-même.
Bah ouais, faut pas abuser, ce serait trop cheaté sinon. Et le veto n'est révélé qu'à la fin du duel. Donc là, en fait, les deux duellistes sont en PLS parce qu'ils ne savent pas si l'une de leurs recrues va finalement sauter. Alors, ils pourront la remplacer, hein, mais bon, évidemment, ce sera a priori pas par un joueur de la même qualité. Moi, j'avais mis un veto sur Gyökeres. Ok. J'ai eu peur parce que, franchement, là, pendant tout le long, t'avais un petit sourire narquois. Je me suis dit, il me prépare un truc sur Nico. Et vu que du coup, ça aurait été trop fort de ta part, parce que c'est vrai, il n'y a que deux ailiers en vrai, Rodrigo et Nico. Donc si tu prenais Rodrigo et que tu m'empêchais Nico, j'étais Ken. Et Le mien, bah, c'était un autre Suédois et c'était Alexander Isak. Voilà. ok. Je ne voulais pas que tu prennes Isaac parce que pour moi, celui qui prenait Isaac gagnait 30 points d'un coup ce Ouais, mercato. ok. Donc je me suis dit, on va partir à la régulière et on va l'éliminer tout de suite. Mais ouais, Ouais. Gyökeres, j'ai forcément pensé aussi. Alors, ok, on récapitule. Du coup, côté Team Jair, au niveau des arrivées, on a Bisek qui débarque de l'Inter Milan pour 30 millions d'euros, Guerrero du Bayern Munich pour 10 millions, Singo pour 25 millions d'euros de Monaco, Rodrigo Moura du FC Porto pour 70 millions, Pavlidis en pointe du Benfica pour 28 millions et enfin Rodrigo du Real Madrid pour 100 millions d'euros. Au niveau des départs supplémentaires, Tomiyasu quitte le club pour 25 millions d'euros et il est suivi par Trossard pour 30 millions d'euros. Les deux joueurs au départ avaient 215 millions d'euros. Il restera dans le budget de la Team Jair 7 millions à la fin de ce mercato. Côté Nail, au niveau des arrivées, on a Joël Ordonez du Club Bruges qui débarque pour 27 millions d'euros, Jorel Atto de l'Ajax pour 30 millions, Ola Aina gratuitement depuis Nottingham Forest, Morgan Rogers pour 50 millions depuis Aston Villa, Benjamin Sesko depuis Leipzig pour 65 millions, et enfin Nico Williams depuis l'Athletic Bilbao pour 70 millions d'euros. Du côté des départs supplémentaires, Trossard part là aussi pour 30 millions, mais cette fois il est accompagné par Kivior pour 22 millions. À la fin, il reste à la Team Nail 25 millions d'euros dans son budget mercato. Alors, verdict. Bon, là, le duel est vraiment fini. Les recrues sont verrouillées des deux côtés et tu vas pouvoir passer au vote. Mais juste avant ça, on va quand même laisser une chance à chaque duelliste de te faire changer d'avis. Et ça, ça se passe dans la dernière phase de DDM. Phase 4, la minute taille. Le concept est simple. Chaque duelliste va avoir 1 minute et pas 1 seconde de plus pour tailler le mercato de son adversaire et ou expliquer en quoi le sien est meilleur. Let's go pour le round 1. Pour moi, ton mercato est très cohérent. Maintenant, on sait que la pointure que tu dois recruter, c'est au poste du numéro 9. Pour moi, tu dois aller chercher un top numéro 9 qui marque des buts. Et oui, Pavlidis, dans un très bon contexte, au Benfica Lisbonne, en a marqué plein. Mais Arsenal, Première Ligue, autre contexte, autres attentes aussi. Pour moi, c'est différent et c'est un peu lancer une pièce en l'air sans trop savoir de quel côté elle va se retourner en allant chercher un Pavlidis. Là où je pense qu'avec Moncesco, tu as un peu plus d'assurance malgré une saison un peu plus moyenne. Maintenant, sur les postes aussi défensifs, est-ce que tu ne crées pas un déséquilibre dans ton vestiaire avec Jan Bisek qui va forcément demander plus qu'être remplaçant? William Saliba, en ramenant Bisek, est-ce qu'il va pas se dire, en fait, moi, donc ok, tu me ramènes peut-être un champion d'Europe qui a été immense sur les matchs avancés, tu veux que je parte? Bah non, en fait, il faut aussi consolider Saliba et lui mettre un joueur moins haut. Allez, on passe au round 2. Ouais, bon, on va pas se mentir, c'est clair que ça va être très close et qu'on a tous les deux fait de très beaux mercato, je trouve. Mais ouais, s'il faut faire une petite différence, je dirais que ce qui va plus dans mon sens, c'est que je pense qu'un Bisek pour préparer l'avenir, c'est peut-être meilleur, c'est peut-être un joueur qui sera meilleur qu'Ordonez dans l'absolu. J'ai pu voir des failles quand même chez Ordonez que j'ai pas vraiment vu chez Bisek dans les gros matchs, notamment contre Aston Villa. Ordonez, il se trouve pas mal sur le match aller. Ensuite, Jorel Atto, je pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir deux très jeunes à gros potentiel au même poste en concurrence. Je préfère avoir un tuteur et un jeune. Morgan Rogers, pas très réaliste sur le prix d'achat, même si c'est compensé par d'autres joueurs que tu as pris à 50 millions. Jamais il vient pour 50 millions. Et c'est quand même un joueur que je vois plus quand même coté. Et moi, je pense qu'il fallait vraiment un backup pour Odegaard et qu'il répond pas totalement à ça. Et Benjamin Sesko, pour moi, sa dernière saison montre qu'il a peut-être des limites et qu'il atteindra peut-être jamais le niveau nécessaire pour être le 9 d'Arsenal. Alors, KO total ou victoire au point? On te laisse rendre ton verdict dans les commentaires. On espère que t'as kiffé le concept et on se retrouve au prochain DDM. C'est un très beau duel. Résultat. C'est très très serré, hein, parce que là, en fait, on a tous les deux tout, je trouve. Ciao.